Alors, on plonge maintenant dans cette idée d'enseigner la bande dessinée aux primaires ou d'utiliser la bande dessinée à l'intérieur de l'enseignement et la pédagogie au niveau primaire, que ce soit pour l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Et on en parle avec l'autrice de La BD aux primaires, un ouvrage qui est disponible du côté de Chenelière Éducation, Marie-Hélène Marcoux, bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, en fait, on pourrait commencer par mettre la table un peu sur les éléments, sur les données. À quel point, selon toi, au primaire, la bande dessinée est intégrée et est utilisée dans les activités d'enseignement? Ben, au moment où on se parle, je te dirais que ça commence à être intégré davantage dans les classes. Il y a quelques années, ça ne l'était pas vraiment. Quand moi, j'étais enseignante, on l'utilisait très peu. Et moi, je voyais le potentiel pédagogique de ce médium-là. Mais on n'osait pas trop à l'époque. Et c'est vraiment un intérêt là, personnel pour la BD, le potentiel que je voyais. Où là, je me suis dit, ben, il faut faire quelque chose et j'ai proposé des activités. Mais c'est encore des avancées timides, je dirais. Parce que j'ai l'impression que, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, il y a toujours un peu des préjugés à rompre, à mettre à terre. Et entre autres, cette idée que la bande dessinée, c'est pas un vrai livre, c'est pas de la vraie littérature, et que lire une BD a peut-être une valeur moindre de lire un livre de type roman, par exemple. Oui, tout à fait. Et aussi l'idée que parfois on est confortable avec les genres qu'on connaît bien puis qu'on maîtrise bien, alors que dans notre programme de formation de l'École québécoise, on nous propose 9 types de textes à travailler au primaire. Puis souvent, on s'aperçoit qu'on est toujours dans les deux premiers. Et moi, je dis, ben pourquoi ne pas aller vers d'autres types de textes? Puis la BD nous permet d'aller forer dans d'autres types de textes et de travailler ça autrement que toujours avec des textes, des romans ou des recueils de poésie ou des documentaires. Donc, on peut aller explorer d'autres champs, d'autres possibles avec la BD. Oui, puis en fait, nécessairement, si on change de type de médium, de type de livre, de type d'ouvrage, on va rejoindre différemment des étudiants. Il y en a qu'on rejoint qu'on n'aurait pas nécessairement rejoint avec les deux premiers types, entre autres. Et ben, il faut se rappeler, ceux qui m'écoutent pas pour la première fois m'ont souvent entendu dire que, et je le répète, la BD, le deuxième choix de lecture des garçons, selon une dernière enquête de l'OCDE, donc c'est pas moi qui dis ça. Le premier étant le journal et les magazines, mais tout de suite en deuxième place, les garçons nous disent qu'ils aiment la BD. Donc moi, je me dis à partir du moment où on sait ça, pourquoi ne pas lui faire un petit peu plus de place à l'école? Et se dire aussi que, moi, je trouve que c'est pas vrai que c'est un médium facile parce que la BD demande une double lecture. Je dois lire l'image, je dois lire le texte et mettre ça ensemble pour faire du sens. Donc, oui, on peut travailler de façon cohérente et exigeante la lecture et l'écriture en classe de français au primaire avec des petits de 6 ans jusqu'à 12 ans. Parce qu'il y a des belles BD sans texte aussi pour les tout petits, première, deuxième année, où là, on va beaucoup travailler la communication orale parce on a besoin de mettre des mots. C'est nous-mêmes qui allons raconter ce qu'on voit avec les dessins, jusqu'à des BD plus complexes là, pour la fin du primaire. Et se dire aussi que la BD, c'est une plaque incontournable, je trouve, dans leur univers multimédiatique des enfants et des adolescents. Il y a beaucoup de parenté avec le cinéma aussi, le langage se ressemble et ils sont ouverts à ça, à plonger avec nous. Il faut juste que nous, on les amène un petit peu comme enseignants. Oui, puis dans un contexte où en plus, comme tu disais, ils en lisent déjà. Il y a des livres phénomènes, en fait, la Jean-Jean, par exemple, qui au fil des cinq Oui. dix dernières années a vraiment complètement explosé, et des phénomènes qui ont aussi fait complètement exploser la scène en général, la littérature jeunesse et de la bande dessinée jeunesse au Québec. C'est valide en Europe aussi, où il y a une très belle sélection, aux États-Unis disponible par le biais de traduction. Donc, il y a beaucoup de bandes dessinées et il y en a de tous les styles sur tous les sujets aussi. Donc, la variété est là.
Oui, et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de médium. Hein. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus en lisant des spécialistes, là, ce que moi, je ne suis pas. Hein. Je suis pas spécialiste de BD, je suis une grande amatrice et je vois le potentiel pédagogique, mais en lisant les spécialistes, ben, moi aussi, je me suis rangée du côté de plusieurs que ce n'est pas un genre. La BD, c'est un médium dans lequel vont venir s'inscrire plusieurs genres. Et c'est ça la beauté de la chose. Donc, dans mon livre, moi, je propose 10 familles de BD pour les enfants, à partir de la BD sans texte jusqu'aux BD biographiques, aux BD documentaires qu'on peut travailler avec les enfants. Donc, si moi, je suis enseignante en 5e année et que j'aimerais voir le genre biographique, je peux très bien utiliser une biographie standard, dirons-nous, mais je peux aussi me tourner vers une BD biographique. Donc, l'éventail est large et comme enseignant, ben, je suis toujours cohérente avec ce que nous demande le programme de formation de l'École québécoise. Oui, puis c'est un peu d'ailleurs le livre, parenthèse, est beaucoup en jonction avec justement le programme, de dire, ben, Oui, les exercices qu'on propose, les textes, les éléments, c'est toujours en lien avec les compétences, avec les éléments recherchés par le biais oui. du programme. Euh, J'imagine pour outiller aussi les enseignants et pour les rassurer que l'enseignement à partir de la bande dessinée va Oui. s'inscrire dans ce qui est nécessaire de faire. Ben, comme ancienne enseignante et ancienne conseillère pédagogique, moi, je ne pouvais pas faire autrement que de proposer quelque chose qui est conforme avec le programme de formation. Et dire aussi que dans l'enseignement de la lecture au primaire, il y a comme deux courants. Hein. Il y a le courant où on enseigne avec des stratégies de lecture et un courant aussi où on va enseigner à partir de la discussion en groupe pour co-créer ensemble le sens de l'œuvre. Donc, moi, ma démarche, je m'inscris vraiment dans le deuxième courant. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, oui, enseigner des stratégies qui est essentielle pour les enfants du primaire, mais aussi aller vers la lecture collaborative. C'est la démarche que je propose, où là, on est ensemble, un enseignant, des élèves, une BD, on lit à voix haute la BD et on fait des arrêts à des moments stratégiques. Et là, l'enseignant va poser des questions et on co-construit ensemble le sens de l'œuvre. Et c'est ça la beauté de la chose. Moi, je me dis, en apprentissage à la lecture, le plus loin sont les papiers et les crayons, le mieux c'est. Hein, parce que pourquoi on lit dans la vie? On lit pas pour répondre à des questions. Ce que des enfants m'ont déjà dit. Quand j'ai demandé pourquoi on lit, ben, ils m'ont dit ben, pour répondre à des questions. Parce qu'à l'école, c'est souvent ça. C'est un peu triste, hein? Donc là, je me suis dit, ben là, on va discuter, on parle, on construit. Puis si moi, comme élève, j'ai pas envie de discuter, ben au moins, je vais bénéficier de la représentation de la façon de voir les choses de mes amis dans ma classe et ça va enrichir la mienne. Donc, quand on va se retrouver face à un papier, un crayon et un questionnaire, parce que fatalement, il faut falloir les évaluer, ben ma vision, ma compétence à lire va être enrichie parce que j'aurai bénéficié de ces discussions-là. Et c'est fou tout ce qu'ils ont à nous dire à partir de quelques questions qui nous emmènent sur des chemins insoupçonnés et tellement, tellement riches. Et ça, dans un contexte où tu le disais tantôt, mais je pense que dans le contexte d'une lecture collaborative, ça s'exprime d'autant plus où il y a le côté texte, mais il y a le côté image, il y a différentes Oui. manières de décrypter le sens d'une bande dessinée. Et donc, encore là, on a différents outils, différents moyens pour aller rejoindre plus peut-être d'étudiants, à la limite, dans l'expérience de lecture collaborative. Oui. Moi, je dis souvent, la BD, c'est un texte proliférant et réticent. C'est des termes, encore là, de la recherche en enseignement de la lecture. Proliférant dans le sens qu'il nous propose de nombreuses occasions d'interpréter. Quoi de mieux qu'une BD? Hein? J'ai l'image, j'ai le texte et je dois interpréter. Et proliférant dans le sens, non, réticent, c'est-à-dire dans le sens que c'est un texte qui va me proposer un défi de lecture à ma taille. Hein? Donc, il ne faut pas que ce soit trop facile et il ne faut pas que ce soit trop difficile. Donc, c'est vraiment encore là la double lecture qu'amène la BD qui va amener ce texte à être réticent. Donc, ça veut dire à me dépasser, à avoir des défis de lecture intéressants et à ma hauteur de lecteur compétent, qui développe sa compétence.
Et à ça, on ajoute aussi, j'ai l'impression, un troisième volet quand on explore la bande dessinée. Tu l'abordes aussi dans la BD au primaire. C'est l'idée que la BD, tu disais tantôt, c'est un médium. Donc, c'est un médium avec son vocabulaire, avec sa structure, avec ses contraintes. Et donc, ce qui Oui. fait qu'il y a tout aussi l'architecture du médium qu'on peut explorer, qu'on doit explorer si on veut après ça faire une analyse au niveau littéraire ou une expérience Et de lecture. les notions de langage, du langage graphique de la BD, moi, ce que je propose aux enseignants, encore là, euh, je leur demande ou je leur propose de résister à la tentation de vouloir faire une petite leçon préparatoire sur le langage de la BD en disant voici ceci est une case, ceci est une bulle, etc. Et plutôt de le découvrir au fur et à mesure de notre lecture. Et donc, en parallèle, je vais poser des questions sur les choix de l'auteur, du BDiste, sur ses choix choix des mots, choix du texte, sur les choix qu'il a fait au niveau du dessin, du graphisme, etc. Et aussi des questions sur le langage graphique pour le faire émerger. Et très rapidement, au début, les enfants nous disent souvent, ben, tu sais, la petite affaire en haut, là, hein, parce qu'ils n'ont pas le mot. Et là, quand je pose une ou deux questions pour le faire émerger, ben ça va s'ancrer beaucoup plus facilement. Et tout de suite, le lendemain ou le surlendemain, quand on relit, quand on poursuit notre lecture, on intègre les mots, à mon sens, beaucoup plus que si on leur donne un petit glossaire, un petit lexique avant et qu'on pense qu'on va utiliser les bons mots. Donc, on OK. les fait émerger comme ça, encore là, au fur et à mesure de notre lecture. Oui, Et ça ils évite de embarquent. donner une impression de complexité peut-être excessive qui n'est pas nécessaire dans le contexte de l'expérience de Oui. lecture. Tu sais, je me dis, on va voir un film, on ne connaît pas tout le langage cinématographique, on fait lire un recueil de poésie, on ne connaît pas tout le langage poétique, on se souvient peut-être de nos cours de français où les rimes croisées, embrassées, hein, mais on plonge. Alors, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec une BD? On plonge et on va marquer quelques éléments au fur et à mesure de notre lecture par l'émergence de questions qu'on va se poser en groupe classe et auxquels on va tenter de répondre et auxquels on est capable de répondre parce qu'on est ensemble. Exactement. Et ça, c'est un peu un défi que tu as, j'ai l'impression aussi avec le livre, parce qu'il y a des enseignants au niveau primaire qui sont des lecteurs, lectrices de bande dessinée. Il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas tant que ça au médium, qui vont le découvrir avec leur intérêt peut-être à l'enseigner ou à se doter d'outils supplémentaires. Et donc, toi, en proposant la BD au primaire, il faut que tu t'adresses à la fois à ceux qui connaissent le médium et à ceux qui vont le découvrir dans cette volonté de l'enseigner ou de l'utiliser. Oui, et c'est aussi deux choses de le connaître comme amateur de BD et comme lecteur et comme pédagogue aussi. Donc, par cette façon-là, où je me dis, ben, on plonge, puis on va le découvrir avec les élèves, ben, il me semble que ça rejoint tout le monde. Euh, c'est aussi l'idée de travailler la BD et le langage graphique, de se dire aussi, ben, une BD, c'est pas juste un pif, paf, paf, onomatopée et que c'est drôle. On est capable d'aller regarder la notion de plan, on peut aller voir comment l'émotion est créée et par le langage graphique et les indices que les BDistes nous donnent. Et à partir du moment où les enseignants constatent ça, ben souvent, là, ils vont être plus enclins à l'intégrer dans leur planification de Et, l'enseignement, de la lecture et de l'écriture. et tout ça dans un contexte, on le disait d'entrée de jeu, on fait un contexte de foisonnement. Enfin, il y a énormément de propositions jeunesse ou accessibles aux jeunes partout dans le monde, dans la francophonie. Et j'imagine que le défi aussi, c'est que toute BD n'est pas nécessairement bonne dans une logique d'outils d'enseignement de la lecture ou d'apprentissage de la lecture. Donc, il y a un peu le défi d'accompagner l'enseignant dans la sélection de son corpus ou des BD qu'il va rendre disponibles dans le contexte de ses cours, dans le contexte de son enseignement. Oui, bien, tout dépend de l'intention pédagogique qu'on va se donner au début. Hein? Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre lecture de BD? Moi, je propose 5 critères dans mon ouvrage pour nous aider à choisir. Ben, la langue, premièrement, hein, regarder la qualité de la langue, la thématique, le dessin, l'organisation du récit et l'effet série qui n'est pas à négliger. Hein. Parfois, ben, si les enfants ont aimé
un album puis qu'il y en a plusieurs, ben, ils vont être portés à aller lire les autres après et parfois même en autonomie, ce qui est super. Mais il y a 2 critères pour moi qui sont essentiels, c'est la thématique. Est-ce qu'elle va rejoindre les enfants? Est-ce qu'ils vont être intéressés? Est-ce que ça va les toucher? Super important. Je me dis aussi qu'on peut aborder des thèmes difficiles. Je fais lire Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, qui est une thématique quand même difficile. Hein? C'est la famille le couple qui est séparé à cause de l'alcoolisme du père. Il y en a parfois qui me disent, mais tu fais lire ça à des enfants? Ben oui, parce qu'on est ensemble. Peut-être que je le ferais pas lire si on était chacun à sa place en silence et de façon individuelle, mais là, on est en groupe, donc on peut aborder des thèmes plus difficiles. Donc, la thématique, super important à regarder. L'autre critère aussi, l'organisation du récit. Comment l'auteur nous propose son univers, tout ce qui est les enchaînements, les ellipses, les retours en arrière qu'on peut faire observer. Ça, selon notre intention, ça va venir jouer là, dans la balance pour faire des bons choix. Mais je dirais, souvent, les enseignants vont être portés à prendre tout de suite une BD plus drôle pour commencer. Moi, je me dis, il faut oser aller vers des thématiques plus profondes, qui nous portent à réfléchir aussi. Une BD, c'est pas juste drôle. Hein? Ça nous fait peur, ça provoque une émotion, ça fait un effet chez nous. Et c'est ça qui est intéressant de discuter quand on est en groupe. Oui, effectivement, en fait, de limiter de toute façon la BD au style humoristique, c'est pas servir la bande dessinée, Non. parce que comme le roman, c'est tout en même temps, ça peut être ce qu'on veut que ce soit. Et tantôt, justement, mais peut-être justement, je serais curieux de voir, qu'est-ce qui t'a amené à faire certains choix. Ça va étayer, parce que là, t'as donné un peu les repères, mais exemple, tu as mentionné Louis parmi les spectres, c'est pour le 3e cycle du primaire, donc 5e, 6e année. Qu'est-ce qui fait que pour Marie-Hélène Marcoux, c'est une bonne BD, dans le fond, qu'on peut utiliser dans un contexte d'apprentissage, d'exploration? Tout d'abord, justement, la thématique. La thématique, moi, m'a beaucoup interpellée. Comment Louis, le personnage principal, réussit à naviguer dans cette famille éclatée. Comment Louis aussi réussit à nourrir, à continuer à avoir de l'espoir en la vie, parce que à l'école, il a un petit coup de cœur pour Billy, qui va réussir finalement à aborder. Donc, tout ce qui est question de thématique. Et dans ce cas-ci, la langue, le niveau d'écriture de Fanny Britt, avec ses métaphores, tout est juste et bien ficelé. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Le dessin aussi d'Isabelle Arsenault, qui est absolument magnifique. Et les élèves, au premier abord, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est beaucoup en sépia, mais rapidement, les enfants vont voir là, que c'est un univers là, dans lequel il fait bon plonger. Même que les enfants ont remarqué d'eux-mêmes que Isabelle utilise une graphie différente selon le personnage. Si c'est le jeune frère, on voit que c'est une graphie d'un enfant qui est plus jeune, et quand c'est Louis qui parle, c'est une autre graphie. Ça, les enfants l'ont vu aussi. Donc, un grand potentiel pour cette BD-là. Et si on regarde pour les autres cycles du primaire, évidemment, tu l'as mentionné, tu en proposes 9 oui, qu'on explore de manière beaucoup plus détaillée avec différentes activités, exercices, on y reviendra, mais pour le 2e cycle, t'en proposes 3, pour le 1er cycle aussi, t'en proposes 3, oui, peut-être un peu comme on a fait pour Louis parmi les spectres. Aurais-tu un exemple que tu aimerais nous partager pour le 1er cycle et pour le 2e cycle? Oui, le 2e cycle, j'ai choisi Le mouton qui fait meuh de la collection Malou. Magnifique album, je trouve, où le thème, encore là, est très touche beaucoup les enfants, c'est le respect de la différence et oser être soi-même. Parce qu'un mouton, oui, a le droit de vouloir faire meuh. Donc, on part avec Malou dans cette petite enquête-là. Et
graphiquement parlant, mais je trouve aussi que tous les codes y sont. Hein? C'est une BD quand même qui est très colorée. Plusieurs notions du langage graphique s'y retrouvent. Vraiment une belle BD où on peut beaucoup discuter, même que des enseignants ont fait des liens avec le cours d'éthique et culture religieuse à cause du thème, du respect de la différence, du fait de oser aussi être soi-même et se respecter là-dedans. Donc, très beau lien à faire avec cette discipline-là. Pour le premier cycle, j'aime beaucoup... j'ai un blanc, là. C'est le ballon. Le ballon sous la pluie. Oui, c'est ça. Merci. Je vous ai parlé de la BD sans texte. Ça, c'est la collection du lapin. J'ai un autre blanc, c'est incroyable. Donc, Rémi Simard, qui a fait cette BD-là. J'ai un petit blanc, désolée. Et Le ballon sous la pluie, aux éditions de La Pastèque. Et là, j'ai envie de dire, c'est juste beau, cette BD-là, pour lire avec des premières, des deuxièmes années. L'histoire d'une fratrie, 2 sœurs, une plus grande, une plus petite. La grande veut convaincre la petite que c'est chouette d'aller jouer dehors sous la pluie un samedi. Encore là, tout est là, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, parce que la petite va à un certain moment se fâcher parce que son ballon s'est envolé. Donc, tout est là et les enfants se laissent imprégner par cet univers-là et on peut beaucoup discuter, ils ont beaucoup à dire concernant cette BD-là. Mais donc, 9 BD, 3 par cycle, où dans mon livre, tout est là. C'est un peu un clé en main. J'ai déjà fait des propositions de questions pour ces 9 BD-là pour animer une lecture collaborative en groupe. Et après, quand notre lecture collaborative est terminée, j'ai un petit parcours qui reprend un filon de la BD où là, on peut peut-être le faire individuellement ou en équipe de 2. Et avec Chenelière, on peut pousser ce document-là sur les ordis de nos élèves ou sur les iPads. Donc, ou utiliser le bon vieux photocopieur aussi, si on veut les faire écrire avec un crayon et un papier. Donc là, ça vient consolider notre apprentissage de la lecture. Parce que c'est toujours un peu 3 dimensions qu'on vise et qui doivent être visées dans l'apprentissage de lecture. On parle de la lecture elle-même, de l'écriture, de la communication orale. Donc, oui, il s'agit après ça de voir de quelle manière on peut, à partir de la matière première, aller développer, explorer ces 3 éléments-là. Oui. Et contrairement à la BD au secondaire, où là, je m'arrêtais seulement sur la lecture, parce que je proposais, entre autres, la lecture de 2 Paul qui font 148 pages ou quelque chose dans le genre, je m'arrêtais vraiment à la lecture. Pour la BD au primaire, on va aller explorer l'écriture. Et on fait de très belles BD au primaire avec nos enfants. En fait, il y a 2 aspects dans le prolongement de l'écriture, dans le prolongement de la lecture. Quand on s'en va vers l'écriture, on peut écrire sur les BD qu'on vient de lire. Et là, je propose 18 activités où on peut aller écrire de la BD. Donc, dans le premier cas, c'est encore des relents de notre expérience de lecture et dans l'écriture de BD, là, c'est notre côté créateur qui ressort. Donc, je propose aux élèves de voir le processus de création d'une BD. Et là, on s'aperçoit que les BDistes travaillent très fort. Et on s'aperçoit aussi que le processus de création d'une BD est plus figé que l'écriture d'un texte normal. Parce que si on veut, là, jusqu'à la fin, là, si j'écris un texte normal, je peux, à la dernière minute, me dire, moi, je change les noms de mes personnages parce que ça ne va pas. Hein? Je peux faire, avec mon traitement de texte, fonction recherchée, remplacer tel nom par tel nom. En deux clics, c'est fait. Avec une BD, je ne peux pas faire ça.
Ou si je le fais, ben il faut que j'accepte de jeter et de mettre à la poubelle du travail dans lequel je me suis beaucoup investie. Donc ça, les enfants prennent conscience de ça, que, oh, attention, là, un BDiste, là, il doit vraiment avoir tout dans sa tête et c'est pour ça qu'on fait un synopsis, c'est pour ça qu'on fait un scénario. Et moi, je les invite à passer à travers ce processus-là pour écrire une petite BD, généralement d'une planche. Alors, pour les élèves tout petits, du premier cycle, ce que je propose, je propose de partir d'un dessin qu'ils ont déjà fait. Les enfants ont beaucoup de dessins à l'école, donc on peut partir d'un dessin et là, on va imaginer une petite BD à partir de ce dessin-là. Super. Deuxième cycle, on peut leur proposer une scène ou une case, un dessin, et on va leur dire, ça va être notre deuxième case. Donc, tu vas devoir imaginer ce qui vient avant et ce qui va se passer ensuite. Oh, OK, on actionne d'autres côtés de notre création avec ça. Et finalement, ben, les grands, les 5e, 6e années, eux, veulent faire une planche de BD, puis même parfois deux, où là, ils vont vraiment créer leur BD de A à Z avec leur synopsis, leur scénario, etc. J'aime bien l'idée, en fait, de profiter de la rigueur un peu de l'exercice de création d'une BD où, comme tu dis, on forme de l'idée de départ. Après ça, bon, il faut la scénariser, il faut planifier un peu sa structure de dessin. Après ça, on l'exécute. Donc, il y a un aspect mécanique qui est le même ou qui peut être un peu le même aussi pour un roman. Donc, il n'y a pas de distinction, mais l'obligation peut-être de bien structurer avec la BD et l'impact de la mauvaise structuration qui est peut-être plus importante. Oui. Va, j'imagine, forcer d'autant l'élève à vraiment structurer sa pensée avant de commencer à l'exécuter. Et à l'imaginer beaucoup plus que si je commence un texte de façon plus conventionnelle. Donc ça, en tout cas, cet aspect-là, chez les enfants, là, ça a été révélateur de se dire « Oh, attention, c'est pas du tout la même chose. » Ben oui, il y a des ressemblances. Je crée un univers, j'ai des personnages, mais concrètement, le droit à l'erreur est plus coûteux en temps et en effort que si j'écris un paragraphe. Parce que j'ai des éléments sur lesquels je vais passer beaucoup de temps et que je dois composer. Comme un jour, un enfant avait une très bonne idée, mais sa BD se finissait en plein milieu d'une page. Et là, je lui ai posé la question, j'ai dit, as-tu déjà vu ça, toi? Une BD là, publiée par un éditeur qui se terminait en plein milieu d'une page. On n'en voit pas souvent, en tout cas. Moi, j'en ai pas vu souvent. Et là, il se disait, ben oui, c'est parce que j'ai mal calculé mon nombre de cases et j'ai mal calculé mes affaires. Donc, c'est ça, des beaux petits constats qu'on peut faire, puis on est vraiment dans un esprit de créativité. Puis j'imagine, en fait, autant dans cette idée aussi, c'est quand on pense, par exemple, à la structure de la planche, où Oui. on démarre, il y a l'ordre de lecture. Évidemment, c'est quelque chose qu'on s'approprie en lisant des textes, on finit par comprendre de droite à gauche et le reste, mais toute la malléabilité qu'on peut avoir juste dans le sens de lecture, et je vois dans l'ouvrage aussi, tu analyses des fois certaines cases, où on se pose la question, on essaie de comprendre un peu le chemin que l'auteur, et encore là, c'est veut nous faire faire. Et ce sens-là, encore là, en BD, il est d'autant perceptible parce que il y a le côté visuel, donc on revient un peu à l'analyse du texte, mais l'analyse de l'image, l'analyse du cœur, de l'organisation de la page et d'idées d'expérience que l'auteur peut nous faire faire aussi. Et ce qui est beau aussi, c'est que si on passe par la lecture avant d'aller à l'écriture, chose que parfois, c'est pas évident. Souvent, on aurait envie de les mettre en action dans l'écriture de BD sans en lire suffisamment. Moi, j'ai déjà vu, après avoir lu Le facteur de l'espace, Le mouton qui fait meuh et un autre album, un jeune garçon qui est en pleine création qui me dit, qui se lève et qui dit « Attends, moi, là, je me souviens, Guillaume Perrault avait fait une case en long dans Le facteur de l'espace, là, puis j'aimerais ça refaire la même chose. » Donc là, ça, je trouve que c'est magnifique. Là, on est vraiment en intégration des compétences et se rappeler qu'il y a un procédé d'auteur qui l'avait touché, que lui veut reproduire dans sa BD, ben, hein, ça vaut de l'or. Puis il n'y a pas tant de trucs qui métissent les arts plastiques avec le français. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est beau. Passer par la lecture
va m'amener à aller vers l'écriture puis à m'inspirer d'auteurs et de BDistes que j'ai aimés, ben ça, il faut avoir des modèles. Hein. Et dans la création de la BD au primaire, tu l'as dit tantôt, en fait, c'est du clé en main. J'imagine que on est un peu dans l'idée que si on veut intéresser les enseignants à cet usage-là, il faut les accompagner de A à Z parce que ça reste une nouveauté. Donc, est-ce que j'imagine que on est un peu dans l'idée de compenser un peu des incertitudes ou des insécurités peut-être qu'on pourrait avoir à intégrer ce type d'ouvrage-là à Oui. son corpus? Ben, quand j'avais il y a plusieurs années, j'avais fait un petit sondage maison, très peu scientifique, à partir d'enseignants qui m'entouraient et je leur avais demandé pourquoi on n'intègre pas plus de BD. Et souvent, la réponse, c'était, ben moi, là, le langage graphique, là, j'ai pas le temps de m'approprier ça, puis je me sens pas compétent pour ça. Donc là, à partir du moment où je leur propose de plonger avec leurs élèves en ayant seulement deux ou trois notions, et qu'on va faire émerger le reste ensemble, bien là, généralement, ça va bien. Pour ce qui est du volet lecture à voix haute, animation de groupe, bien ça, généralement, quand même, les enseignants sont bons là-dedans, ils sont habitués, mais parfois plus avec un album conventionnel ou un roman, un petit roman ou qui va être lu à voix haute. Mais c'est vraiment tout le côté langage graphique et éléments liés au médium qui là, des fois, nous fait peur un petit peu, là, si je peux dire ça comme ça. Mais pour le reste, animation et tout, ils sont quand même... J'aime bien l'idée parce que dans le fond, nécessairement, ce qui va prendre du temps, et on sait, nos enseignants sont quand même débordés, c'est de la job, comme on dit, et pas juste pendant l'année scolaire, donc ils n'ont pas nécessairement le temps de s'asseoir et de dire, OK, là, il faut que je m'approprie un médium cet été pour l'utiliser. Donc, le clé en main va leur permettre d'avoir une base suffisante, puis après ça, au fur et à mesure qu'ils l'ont intégré dans leur corpus, ben, éventuellement, ils vont l'avoir intégré pour eux-mêmes, mais sans l'obligation de le maîtriser au bout des doigts dès la première fois, dès la première expérience. C'est ça. Donc, se laisser guider aussi par le groupe et faire confiance à nos élèves et se dire qu'on est en communauté de lecteurs. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là. C'est les travaux de Sabine Vanul en France là, qui nous dit ça. On forme une véritable communauté. Donc, c'est pas l'enseignant devant qui détient toutes les clés de la compréhension et du sens de l'œuvre. Non, on est tous des lecteurs et on va échanger entre nous. Et moi, comme enseignante, ben, je ne poserai pas non plus, je forcerai pas un enfant à répondre. Donc, c'est l'inverse de ce que j'appelle la chasse à la bonne réponse, hein, que moi, j'ai connu comme élève. Bon, on se pose une question et on part le premier sur la rangée dans l'avant, il l'a pas, il l'a pas non plus. Ah, bon, heureusement, le troisième là. Passons à la question 2. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans ça. On est dans une discussion spontanée où, c'est ça, les enfants ne se sentent pas coincés parce qu'ils sont pas obligés de répondre. Mais généralement, en tout cas, dans toutes les classes où j'ai animé des lectures, je dis souvent, c'est l'effet du caillou dans l'eau. Au début, il y en a juste 2-3 qui parlent et finalement, c'est 7-8 et finalement, c'est le 3 plus le 3/4 du groupe qui va avoir envie d'interagir et de donner son avis. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire avec ces enfants-là? On veut en faire des lecteurs pour la vie et non pas des lecteurs qui répondent à des questions. Je pense que ça fait 2 fois que je le répète, là, mais pardonnez-moi. Et tout ça dans le contexte où de la BD au primaire à la BD au secondaire, mais tu le disais, en fait, on a deux contextes d'usage de la bande dessinée qu'on utilise dans un cas X, dans un cas Y, en fonction toujours, dans le fond, de l'utilité des objectifs de lecture de chaque niveau et des attentes, dans le fond, des programmes par rapport à l'expérience. Et donc, ce que tu nous dis, puis je pense que c'est un peu ce qui ressort beaucoup pour moi des 2 livres, c'est que c'est possible. La BD n'est pas un sous-genre littéraire, c'est un médium littéraire à part entière et qui peut être utilisé peu importe le niveau, toujours dans le respect des compétences qu'on veut donner aux étudiants, peu importe leur niveau aussi. Tout à fait. Puis là, ben, il y a un autre élément aussi pour lequel là, je n'ai pas... j'ai pas parlé encore, c'est tout ce qui concerne l'inférence, hein, le fameux lire entre les lignes.
avec lequel les enfants ont souvent de la difficulté, parce que c'est pas évident d'inférer, hein, de comprendre ce que l'auteur veut me dire sans me le dire. Donc là, on a, avec le médium de la BD, on a un appui de plus, on a l'image. Donc là aussi, pour la BD au primaire, je propose, là, je pense que c'est 7 ou 8 activités pour aller travailler cet aspect-là, l'inférence, le lire entre les lignes, et en ayant un appui de plus avec l'image, ben, c'est encore plus éclairant et plus significatif pour les élèves. Oui, puis surtout considérant en plus, en fait, je donne un exemple au hasard, mais tu sais, l'idée que d'une case à l'autre, il y a du temps qui se passe aussi, l'action continue, puis c'est des instants, donc il y a aussi un exercice de compréhension qui se passe dans la compréhension de l'action entre les cases, et pas Oui, juste de ce qui nous est présenté concrètement. c'est ça. En fait, un jour, il y a un élève qui m'a dit, en fait, madame, il faut lire la gouttière. L'espace entre deux. Parce que moi, je disais, il faut lire entre les lignes, mais là, il dit, il n'y a pas de lignes, c'est des gouttières qu'il y a entre les cases. Là, je dis, ben oui, tu as tout compris. Donc, où nous amène un BDiste d'une case à l'autre? Et bien, souvent, on a une opération mentale à faire pour comprendre et inférer là où il veut nous amener. Et les élèves, ben, embarquent. Et de ton côté, justement, de ce que j'en entends et de ce qu'on en perçoit depuis la sortie du livre et probablement même un peu avant, tu as animé pas mal de lectures à différents niveaux du primaire, donc tu as pu tester aussi ce que tu as mis en place. La réaction des étudiants quand on amène ce médium-là en expérience de lecture, comment ça se passe, la dynamique? C'est drôle parce qu'au début, souvent, je leur demande qui lit de la BD ici? Et là, j'ai peut-être 2 ou 3 petites mains timides qui se lèvent. Puis là, je leur dis, ben, je vous crois pas. Je vous crois pas parce qu'on nous dit, là, les recherches, les sondages, les enquêtes, que les enfants et les ados aiment la BD. Mais je laisse ça comme ça. Et là, au fur et à mesure de la lecture ou de ma présence en classe, eh ben là, j'apprends par Madame, avez-vous lu tel album? Avez-vous lu tel? Là, il y en a un qui va sortir dans quelques semaines. Eh ben oui. Mais encore là, petite retenue, pourquoi est-ce qu'on leur a dit que ben, la BD, c'était pour l'activité récompense du vendredi? Est-ce qu'on leur a dit tu peux lire une BD si tu as un roman avec toi et que je sais que tu lis ton roman? Je ne sais pas. La question est lancée, mais à partir du moment où on leur donne cet espace cet univers des possibles, je dirais, bon, on s'aperçoit qu'il y a pas mal plus d'amateurs qu'ils veulent bien nous le dire quand on arrive. Donc, généralement, quand je commence à animer une lecture de BD, tout de suite, ça paraît les 2 ou 3 ou 4 élèves qui en lisent régulièrement et qui sont vraiment au fait là, du double langage. Et ben, rapidement, les autres se laissent quand même doucement embarquer et vont participer aussi là, à co-construire, je le répète, le sens de l'œuvre ensemble parce qu'on va discuter à l'oral, à voix haute, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on comprend. Et en Donc, ils sont terminant, ouverts. Marie-Hélène, est-ce que tu as l'impression, depuis la sortie du livre, que ben, tu disais d'entrée de jeu, mais je pense qu'on peut développer un peu là-dessus, que les enseignants qui font l'expérience retournent pas en arrière, que une fois qu'on est passé, une fois qu'on a proposé, qu'on a vu, qu'on a exploré, mais qui ont tendance peut-être à garder un peu cet aspect-là dans leur enseignement? Oui, oui. Je fais des petits tests de temps en temps pour voir si ils ont répété l'expérience. Et souvent, mais je me dis, j'en ai 9 dans mon livre. Il y en a 3 par cycle. Donc, peut-être que moi, je me disais, ben, un enseignant d'un cycle a 3 BD à explorer. Mais j'ai souvent vu les enseignants vont faire un choix parmi les 3. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils vont aller chercher un de leurs coups de cœur à eux et vont l'animer en lecture collaborative. Donc là, rien de mieux qu'avoir un coup de cœur à partager, hein, n'est-ce pas? Donc ça, j'ai vu ça assez régulièrement, là, de poursuivre la BD que je propose dans le livre, mais d'en ajouter une de leur choix qui n'est pas dans mon livre. Ben ça, c'est vraiment ce que je souhaitais, de les contaminer,
de les inciter à aller explorer d'autres univers de BDistes là, que eux aiment et choisissent. Oui, puis enfin en complément d'autres éléments où on parle par exemple de programmes universitaires, académiques qui s'intéressent à la bande dessinée, ben, en parallèle de l'intégrer ou de l'amener de manière plus formelle dans l'enseignement primaire, secondaire, j'ai l'impression que c'est tranquillement mettre à terre un peu les préjugés négatifs qu'on peut avoir par rapport au médium, puis contribuer à redonner ou à continuer de bonifier les lettres de noblesse de la bande dessinée au sens large. Mais tout à fait, tout à fait. Et rien de mieux que d'être dans l'institution scolaire pour le faire. Et la production est tellement riche. J'ai proposé dans mon livre 9 BD et je voulais que ce soit des œuvres québécoises, mais si on élargit, les œuvres, les BD sont à l'infini. Oui, puis on parlait des garçons tantôt, mais côté féminin aussi, il y a énormément de matériel. C'est pas un genre qui est en ralentissement, mettons. Non, et ce n'est plus ce que c'était quand moi j'étais adolescente où parfois on lisait un archi mal traduit ou c'est ça, la tradition franco-belge qu'on aime encore bien, mais bon, là, on déborde de ça et on s'adresse aussi à des lecteurs qui sont très petits, comme la BD vraiment pour enfants, sans texte ou avec peu de texte. Je donne plusieurs suggestions aussi là, dans un tableau dans mon livre pour toutes ces familles-là. Ça, j'aime bien d'ailleurs, même en fait, dans une logique préscolaire, en fait, des séries, bon, si on pense à l'Europe, des Petits Poilus, par exemple, et d'autres, mais sur le contact avec le livre, sur la compréhension, sur la capacité très jeune de pouvoir faire une lecture complètement autonome, je trouve ça riche comme expérience. Oui. J'ai enregistré un jour un enfant de 6 ans et demi qui lisait justement une BD sans texte et c'était très mignon. On aurait pu en faire des bulles et des récitatifs pour cette BD-là, tellement c'était cohérent et juste. Et juste une petite anecdote, à un moment donné, il commençait à lire du côté de la page de gauche et au lieu de descendre, il a débordé de l'autre côté. Et lui-même s'est aperçu que, oh non, il lui manquait de l'information parce qu'on ne pouvait pas sauter de cette case-là à l'autre côté. Et de lui-même, il s'est repris et il est venu finir sa page de gauche avant d'aller dans la page de droite. Donc, ça, c'est pour la pédagogue que je suis, c'est très riche et tellement beau là, de voir un enfant qui sait à peine lire, mais qui comprend vraiment l'organisation du récit puisque le BDiste veut lui partager. Alors, le livre dont on vous parle, c'est la BD au primaire. Donc, pour explorer, pour avoir des outils, des façons pour explorer comment utiliser la bande dessinée dans un contexte d'enseignement. C'est disponible depuis déjà plusieurs mois, quelques années du côté de Chenelière Éditions. Marie-Hélène, en terminant, est-ce qu'il y a d'autres projets? Donc, tu as fait primaire, secondaire. Est-ce qu'il y a des éléments où là, tu es plus en mode bâton de pèlerin, des animations, de l'accompagnement? J'ai peut-être un autre projet d'écriture qui va encore toucher la lecture, mais comme c'est encore un peu secret, je n'ose pas en parler tout de suite, mais j'ai un troisième projet d'écriture. Oui. Alors, on aura l'occasion assurément de réexplorer tout ça en cours de route. Tout à fait. Marie-Hélène Marcoux, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci.